L'histoire qui suit est celle d'une tragédie domestique, un drame qui s'est lentement dévoilé derrière la façade d'une vie de banlieue en apparence paisible. Le matin du 23 septembre 2018 s'annonçait ordinaire dans une maison tranquille à la périphérie de Mount Holly. Deux jeunes filles jouaient à proximité, tandis que leur mère, Stacy Hansacker, âgée de 32 ans, se reposait dans le salon. Le calme régnait jusqu'à ce que son mari, Joshua, réalise soudain que quelque chose n'allait pas. Stacy ne répondait plus. Elle ne respirait plus. Selon Joshua, il a immédiatement appelé les services d'urgence. À leur arrivée, les premiers secours ont trouvé Stacy allongée sur le canapé. Sa peau avait pris une teinte bleuâtre et sa température corporelle était dangereusement basse. Les ambulanciers n'ont pu détecter aucun battement de cœur, confirmant qu'elle était déjà décédée. Malgré les tentatives de réanimation, il n'y avait plus rien à faire. Stacy a été déclarée morte sur les lieux. Au premier abord, le décès inattendu de la jeune mère n'a pas éveillé les soupçons. Le corps médical savait que Stacy avait des antécédents cardiaques. Elle portait un stimulateur cardiaque et avait déjà connu des épisodes inquiétants. En surface, cela ressemblait au cas tragique, mais hélas plausible, d'une patiente atteinte d'une grave maladie. Pourtant, un détail clochait. Ce n'était pas seulement la soudaineté de sa mort, mais la réaction de Joshua. Il a fermement et immédiatement refusé qu'une autopsie soit pratiquée. Il a soutenu que Stacy n'aurait jamais voulu de procédure invasive, qu'elle aurait souhaité qu'on la laisse en paix. Sa position était catégorique, exprimée sans la moindre hésitation. En l'absence de signes évidents d'actes criminels et de base légale pour intervenir, les enquêteurs et le personnel médical ont accepté sa décision. Aucune autopsie n'a donc été réalisée. Dès le lendemain, Joshua avait déjà pris des dispositions pour la crémation. La famille de Stacy, en particulier sa mère, Suzy, fut stupéfaite par la rapidité des événements. Les documents officiels de décès n'étaient même pas encore finalisés que le corps avait déjà été transféré à une entreprise de pompes funèbres locale. La cause officielle du décès fut enregistrée comme une insuffisance cardiaque. Joshua n'a offert aucune aide pour l'organisation des funérailles, limitant son implication au strict minimum. Suzy ne parvenait pas à se défaire d'un sentiment de malaise. Malgré les problèmes de santé de sa fille, celle-ci semblait pleine de vie et d'énergie la veille encore. Rien n'indiquait une aggravation de son état. La précipitation et le secret entourant ces dernières dispositions ne firent qu'alimenter l'inquiétude de Suzy. Elle ne savait pas encore par où commencer, mais elle sentait que quelque chose n'était pas normal. Joshua Hansacker avait grandi à Stanley, en Caroline du Nord, dans un environnement familial stable et menait une vie sans histoire. C'est au lycée East Gaston de Mount Holly qu'il a rencontré Stacy Robinson. Leur relation, commencée à l'adolescence, s'est poursuivie sans interruption. Stacy, née le 7 mai 1986, était profondément engagée dans la communauté de l'église méthodiste locale, où elle participait activement à des programmes sociaux. Son dévouement allait au-delà des services hebdomadaires. Elle était bénévole au YMCA, animant des activités pour les jeunes. Le 1er mai 2010, Joshua et Stacy se sont mariés. En février 2013, ils ont accueilli leur première fille, Piper Elizabeth. C'est cette même année que les problèmes de santé de Stacy se sont aggravés. Les médecins lui ont diagnostiqué une pathologie cardiaque qui a nécessité la pose d'un stimulateur. Malgré ses inquiétudes, la vie continuait. À l'automne 2014, Stacy a donné naissance à sa deuxième fille, Willow Caroline, mais son état s'est détérioré après l'accouchement. En novembre, elle a été hospitalisée d'urgence avec un rythme cardiaque et une tension artérielle alarmant, puis placée en soins intensifs. 2 mois plus tard, un autre épisode critique est survenu. Un arrêt cardiaque
qui a nécessité une ventilation mécanique. Les médecins n'ont jamais pu déterminer la cause exacte de cette dégradation. À peu près à la même époque, Joshua a commencé à travailler comme ambulancier pour Atrium Health, au sein d'une équipe d'hélicoptères médicales, assurant un revenu stable à la famille. Ils ont acheté une maison spacieuse dans le quartier de Catawba Heights, idéale pour leur foyer grandissant. Stacy se consacrait à l'éducation de ses filles, créant des objets faits main et immortalisant chaque instant précieux en photo. Malgré sa santé fragile, elle restait active. En 2015, une amie de la famille a même lancé une collecte de fonds sur GoFundMe pour aider à couvrir les frais médicaux. De l'extérieur, tout semblait parfait. 2 filles, un emploi stable pour Joshua, une nouvelle maison et un engagement communautaire. Mais la santé de Stacy restait un fil tendu. Elle continuait ses traitements et dépendait de son stimulateur. Pourtant, elle ne semblait jamais anxieuse. Son entourage la décrivait comme menant une vie normale, entièrement dévouée à sa famille. Après le décès de Stacy, sa mère, Susie Robinson, a appris un fait troublant. Bien que Stacy ait été enregistrée comme donneuse d'organes, la procédure de don n'avait jamais été lancée. Personne n'a pu expliquer pourquoi l'organisation médicale responsable n'avait pas obtenu l'autorisation d'honorer sa décision. Joshua a insisté sur le fait que ses actions respectaient les volontés de sa femme, sans jamais fournir de documents pour le prouver. Le fardeau de l'organisation des funérailles a entièrement reposé sur la famille Robinson. Susie et son mari John se sont occupés de tout, du choix de l'urne à la publication de la nécrologie. Pendant ce temps, Joshua ne montrait que peu de signes de deuil. Il n'a fait aucun effort pour rester en contact avec la famille de Stacy. Ce qui les a encore plus perturbés, c'est ce qui s'est passé quelques semaines seulement après la mort de Stacy. Une autre femme a emménagé dans la maison. Joshua avait commencé à vivre ouvertement avec une nouvelle compagne. Elle est rapidement devenue une présence visible dans la maison où Stacy avait vécu, s'intégrant à la vie quotidienne avec les 2 filles. Tout s'est déroulé avec une rapidité surprenante, sans conversation, sans explication offerte à la famille de Stacy et sans considération pour l'adaptation des enfants. La famille Robinson ne pouvait ignorer la vitesse à laquelle Joshua semblait refaire sa vie. Il n'a jamais mentionné avoir cherché de l'aide psychologique ou des conseils sur la manière d'aborder la perte de leur mère avec Piper et Willow. Chaque décision semblait prise unilatéralement. Susie était de plus en plus troublée par le comportement de Joshua. Il ne correspondait pas à l'image d'un homme en deuil. Elle comprenait que chacun vit sa peine différemment, mais elle n'était pas la seule à s'inquiéter. Des amis de la famille, conscients des tensions récentes dans le couple, ont également commencé à s'interroger. Des voisins avaient même évoqué des disputes entre Stacy et Joshua dans les semaines précédant sa mort. Mais même dans ce contexte, le changement radical de son style de vie semblait trop brutal pour être ignoré. Une question difficile mais nécessaire a commencé à émerger. Y avait-il plus dans la mort de Stacy que ce que l'on croyait? Finalement, Susie a contacté les autorités locales. Elle a partagé tout ce qu'elle avait observé et a officiellement demandé l'ouverture d'une enquête. Son but n'était pas d'accuser, mais d'obtenir des réponses. La mort de Stacy était-elle vraiment due à sa condition médicale? Ou quelque chose avait-il été négligé? Cette demande allait devenir le tournant de l'affaire. Dès le début, les enquêteurs ont été confrontés à un obstacle majeur: l'absence de corps. La crémation ayant eu lieu, il était impossible de procéder à un examen post-mortem. Mais un détail de procédure s'est avéré crucial. Selon les protocoles de l'État, lorsqu'un donneur d'organes enregistré décède, l'établissement médical est tenu de prélever et de conserver des échantillons biologiques, même si le don n'a finalement pas lieu. Dans le cas de Stacy, des échantillons de sang prélevés juste après sa mort avaient été stockés au LifeShare Donor Center. Normalement, ces échantillons ne sont pas soumis à des tests supplémentaires,
Mais suite à la demande de Suzy, les autorités ont obtenu l'autorisation d'y accéder. C'était la seule et unique chance d'effectuer une analyse médico-légale. La cause officielle du décès étant une pathologie cardiaque, peu s'attendaient à des surprises. Mais lorsque les analyses toxicologiques ont été effectuées, les résultats ont immédiatement déclenché l'alarme. Ils ont détecté une substance appelée tétrahydrozoline dans le sang de Stacy, et pas seulement à l'état de trace. La concentration dépassait de loin ce qui est considéré comme sûr ou thérapeutique. La tétrahydrozoline est un composé chimique présent dans les gouttes pour les yeux en vente libre. Elle est utilisée pour réduire la rougeur des yeux en contractant les vaisseaux sanguins. Normalement, son action est locale. Même en cas d'ingestion accidentelle, les effets sont généralement légers chez un adulte. Dans le cas de Stacy, le niveau de tétrahydrozoline était 30 à 40 fois supérieur à la dose considérée comme sûre, excluant toute possibilité d'ingestion accidentelle. Une telle concentration ne pouvait provenir que d'une dose massive, entraînant des effets systémiques. D'un point de vue médical, la tétrahydrozoline en grande quantité agit comme un dépresseur du système nerveux central, provoquant une chute dangereuse de la tension artérielle, un ralentissement du rythme cardiaque et une suppression respiratoire. Ces symptômes peuvent entraîner une perte de conscience, une insuffisance respiratoire et, finalement, la mort. C'est exactement ce qui s'est produit le jour où Stacy est décédée. Cette nouvelle information a transformé la compréhension de sa mort, passant d'un événement cardiaque naturel à un cas probable d'empoisonnement. Ce qui rendait la situation particulièrement inhabituelle était la nature de la substance. La tétrahydrozoline est rarement associée à un acte criminel et n'est généralement pas incluse dans les dépistages toxicologiques standards. Les enquêteurs ont déterminé que le produit pouvait être acheté facilement dans n'importe quelle pharmacie. De plus, il n'a presque ni goût ni odeur, surtout lorsqu'il est dilué, ce qui signifie qu'il aurait pu être ajouté à une boisson sans que la victime ne s'en aperçoive. L'enquête s'est alors orientée vers la possibilité d'un empoisonnement délibéré. Étant donné que Joshua Hansaker, en tant qu'ambulancier, avait accès à du matériel médical et possédait des connaissances professionnelles sur le fonctionnement de telles substances, il est rapidement devenu le principal suspect. Les enquêteurs ont commencé à creuser la piste du mobile. Le gain financier est apparu comme une théorie principale. Selon les documents bancaires et d'assurance, Joshua était l'unique bénéficiaire de 2 polices d'assurance vie souscrites au nom de Stacy, l'une de 80 000 $ et l'autre de 150 000 $. Immédiatement après avoir obtenu le certificat de décès, Joshua a demandé le versement des assurances et a reçu un total de 230 000 $. Bien que ses actions n'aient rien d'illégal en surface, la rapidité avec laquelle il a agi a soulevé de sérieuses inquiétudes. Il a soumis les demandes moins d'une semaine après la mort de Stacy. Une analyse financière a révélé qu'avant le décès de sa femme, Joshua était endetté avec peu d'économies. Son salaire couvrait les dépenses de base, mais pas toutes les factures médicales et les frais du ménage. Après avoir touché l'argent de l'assurance, il a remboursé ses dettes, acheté de nouveaux appareils électroménagers et commencé des rénovations. Des soupçons supplémentaires sont nés des incohérences dans les récits de Joshua sur le jour du drame. Aux premiers intervenants, il a dit avoir trouvé Stacy inconsciente. Plus tard, il a affirmé avoir tenté une réanimation cardio-pulmonaire sans succès. À la famille de Stacy, il a raconté qu'elle s'était simplement endormie et avait cessé de respirer. Et à des amis, il a confié qu'elle s'était plainte de vertige ce matin-là. L'attention s'est ensuite portée sur les déclarations de ses collègues. L'un d'eux s'est souvenu d'un moment troublant, quelques mois avant la mort de Stacy. Au cours d'une conversation sur des cas d'empoisonnement inhabituels, Joshua avait plaisanté en disant qu'on pouvait nuire à quelqu'un en ajoutant des gouttes pour les yeux dans sa boisson. Sur le moment, personne n'y a prêté attention.
Mais à la lumière des événements, ce commentaire a pris une tournure bien plus sombre. Un autre collègue a confirmé avoir entendu une remarque similaire. Les enquêteurs ont corroboré ces témoignages avec une preuve trouvée au domicile. Un flacon de gouttes pour les yeux découverts dans un tiroir de la cuisine. Le récipient était partiellement vide et le volume manquant semblait correspondre au dosage retrouvé dans le sang de Stacy. Ni elle, ni ses filles n'utilisaient de médicaments pour les yeux. En décembre 2019, près de 15 mois après la mort de Stacy, Joshua Lee Hansaker a été arrêté et inculpé de crimes au premier degré. La nouvelle a choqué la communauté de Mount Holly. Après plusieurs jours de détention, il a été libéré sous une caution d'1,5 million de dollars. Peu de temps après, le procureur a ajouté des accusations de fraude à l'assurance. Pendant ce temps, Suzy et John Robinson ont déposé une requête au tribunal pour revoir la garde de leur petite fille, arguant que leur père, au vu des accusations, ne représentait plus un environnement sûr. Sous une pression croissante, Joshua a monté sa défense, arguant que le dossier manquait de preuves directes. Cependant, plusieurs témoins, dont ses collègues, se sont manifestés pour soutenir l'accusation. Alors que l'affaire progressait, la carrière de Joshua s'est effondrée. Il a été suspendu de son poste et sa licence médicale a été mise en attente. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En novembre 2019, moins de 2 mois avant son arrestation, alors qu'il travaillait encore, un incident s'est produit à bord d'un hélicoptère médical d'Atrium Health. Un incendie s'est déclaré dans la queue de l'appareil en plein vol. Le pilote a réussi un atterrissage d'urgence et tout le monde s'en est sorti indemne. L'enquête a révélé la présence d'un liquide inflammable et des signes de sabotage. Les images de surveillance ont placé Joshua près de l'hélicoptère avant le décollage, en dehors de ses heures de service et sans raison autorisée. Peu de temps avant, il avait acheté un aérosol contenant des substances inflammables, dont la composition chimique correspondait à celle trouvée dans l'appareil. Il a été inculpé pour dommage intentionnel à un aéronef. Puis, en février 2023, Joshua Hansaker a contacté la police avec une affirmation spectaculaire. Il a déclaré avoir été victime d'une tentative d'enlèvement par des inconnus. Selon sa version, un homme l'aurait menacé avec une arme et l'aurait forcé à monter dans le coffre d'une voiture. Il a même suggéré que le père de Stacy, John Robinson, pourrait être derrière tout ça. L'allégation était si extravagante que la police a immédiatement vérifié. Les images des caméras de surveillance du quartier ont raconté une histoire bien différente. Aucun véhicule suspect, aucune confrontation. Les caméras ont simplement montré Joshua sortant de sa maison, seul, avant de rentrer par la porte arrière environ 30 minutes plus tard. Les données de localisation de son téléphone confirmèrent qu'il n'avait jamais quitté la zone de couverture de l'antenne relais la plus proche. Pour les enquêteurs, le doute n'était plus permis. L'histoire de l'enlèvement avait été montée de toutes pièces. Joshua avait fait de fausses déclarations aux forces de l'ordre, et ses accusations contre John Robinson étaient totalement infondées. Interrogé sur les motifs de sa fausse plainte, Joshua fut incapable de fournir une explication cohérente. En conséquence, une nouvelle procédure fut ouverte contre Hansaker, cette fois pour fausses déclarations et tentative d'entrave à la justice. Les documents du dossier suggéraient que ce faux enlèvement aurait pu être une stratégie visant à discréditer la famille Robinson, en plein cœur de la bataille pour la garde des enfants et à l'approche du procès pénal lié à la mort de Stacy. Pour John Robinson, l'épreuve fut profondément personnelle et pénible. Bien que son nom n'ait figuré que brièvement dans les registres de la police en tant que suspect potentiel, l'impact émotionnel fut considérable. La police présenta par la suite des excuses officielles et annula tous les documents contenant la fausse accusation. Mais cette tentative de le piéger démontrait jusqu'où Joshua était prêt à aller pour manipuler l'issue de ses démêlés judiciaires. L'accusation d'enlèvement simulé
vint s'ajouter à la liste déjà longue des charges pesant contre Hansacker. Cet incident renforça le dossier de l'accusation avant le procès, suggérant que l'accusé non seulement ne montrait aucun remords, mais tentait activement d'induire les autorités en erreur par la tromperie et de fausses accusations. Au printemps 2023, un nouvel événement suscita une inquiétude encore plus grande. Piper, la fille de Stacy et Joshua, âgée de 10 ans et alors sous la garde temporaire de la famille Robinson, commença à présenter des symptômes inhabituels. Une fatigue excessive, des vertiges, une faiblesse générale, une tension artérielle basse et un rythme cardiaque ralenti. Sa famille consulta immédiatement un médecin. Dès son admission dans un établissement médical, les médecins procédèrent à un examen de routine. Compte tenu des antécédents familiaux et du cas de Stacy, un dépistage toxicologique fut ajouté au processus de diagnostic. Les résultats furent alarmants. Des traces de tétrahydrozoline, le même composé chimique lié au décès de Stacy, furent découvertes dans l'organisme de Piper. La concentration était plus faible que celle détectée chez Stacy, mais dépassait tout de même les seuils de sécurité. Les experts médicaux conclurent que l'exposition était probablement intentionnelle et avertirent que l'issue aurait pu être fatale. Les enquêteurs lancèrent rapidement une enquête sur l'environnement de vie de Piper. L'objectif principal était de déterminer comment la substance avait pénétré son organisme. Les entretiens avec ses tuteurs révélèrent qu'aucun collier contenant ce composé n'était conservé à la maison. Piper n'avait jamais reçu de prescription pour un tel produit, ni ne s'était plainte de problèmes oculaires. Il n'existait aucune trace de consultation chez un ophtalmologue ou de prescription associée. Cependant, une perquisition au domicile de Joshua permit de découvrir un flacon de collyre contenant de la tétrahydrozoline. Le flacon n'était pas périmé et son niveau d'utilisation indiquait qu'il avait été ouvert récemment. Les enquêteurs trouvèrent également une plaquette vide d'un médicament non répertorié dans le dossier médical de Piper, un produit connu pour intensifier les effets d'une surdose de vasoconstricteurs. Les enquêteurs découvrirent que quelques jours seulement avant l'apparition des symptômes de Piper, Joshua avait bénéficié d'un droit de visite de courte durée, approuvé par le tribunal. Au cours de cette visite, Piper était restée seule avec lui, sans la présence d'aucun autre adulte. Moins de 24 heures après cette rencontre, elle commença à manifester les premiers signes de malaise. Cela donnait à Hansacker à la fois l'opportunité et le créneau temporel pour potentiellement ajouter quelque chose à sa nourriture ou à sa boisson. Les autorités développèrent une nouvelle théorie. Joshua aurait intentionnellement exposé sa fille à la substance pour tenter de faire porter le chapeau à la famille Robinson. Si la police avait suspecté de la négligence ou des abus sous leur garde, la famille aurait pu perdre la garde, ce qui aurait potentiellement replacé Piper sous l'influence de Joshua. Cela expliquait également pourquoi la dose n'était pas létale. Elle était suffisante pour déclencher des symptômes, mais pas assez pour causer des dommages irréversibles. Le procureur modifia l'acte d'accusation pour y inclure la tentative d'atteinte à l'intégrité d'un mineur avec préméditation et circonstances aggravantes. Lors d'une audience d'urgence, le tribunal aux affaires familiales révoqua tous les droits de contact entre Joshua et ses filles. Se basant sur le risque encouru par les fillettes et sur ce qui était considéré comme une tentative calculée de manipuler la situation en utilisant un mineur, le tribunal engagea une procédure pour transférer définitivement la garde exclusive à la famille Robinson. Ils obtinrent également le droit d'engager des poursuites civiles contre Hansacker pour mise en danger de la santé et de la sécurité de l'enfant. À la mi-2024, le comportement de Joshua Hansacker prit une tournure encore plus inquiétante. Il se mit à harceler activement les parents de Stacy, Susie et John Robinson. Leur domicile fut soumis à ce qui ressemblait à une surveillance secrète constante. Susie et John
commencèrent à remarquer des signes directs d'intimidation. Des enveloppes anonymes apparurent dans leur boîte aux lettres, contenant des photos de familles personnelles et des clichés récents de leur maison, pris de très près. L'une d'elles contenait une note non signée. « Je vois tout. Je suis proche. » Il n'y avait guère de doute quant à l'identité de l'expéditeur. D'étranges colis commencèrent à arriver chez eux. Un jour, une boîte remplie de vêtements et de jouets d'enfants. Le lendemain, un récipient contenant des restes de nourriture, avec l'étiquette « Pour les souvenirs ». Les livraisons étaient sporadiques, mais toujours anonymes. Les enquêteurs parvinrent plus tard à remonter la piste des envois jusqu'à des casiers postaux dans plusieurs villes, expédiés via de faux comptes. John installa des caméras de sécurité autour de sa propriété. Sur un enregistrement, une silhouette encapuchonnée, dont la corpulence rappelait celle de Joshua, fut aperçue passant devant leur maison tard dans la nuit, s'arrêtant et pointant un téléphone vers la demeure, vraisemblablement en train de filmer. Cet incident fut la goutte d'eau. La famille déposa une plainte officielle auprès du bureau du procureur, invoquant le harcèlement et les menaces à leur sécurité. Le parquet demanda au tribunal des restrictions supplémentaires, citant la violation par Hansacker des ordonnances judiciaires antérieures, lui interdisant toute forme de contact avec les Robinson. Le tribunal approuva la requête et émit un mandat d'arrêt. En août 2024, Joshua Hansacker fut de nouveau placé en garde à vue. La perquisition de son domicile révéla des preuves accablantes. Du matériel d'emballage, des enveloppes vides, des photographies imprimées et un ordinateur portable contenant des brouillons de messages destinés à la famille Robinson. Les enquêteurs trouvèrent également une carte détaillée, annotée d'adresses, d'itinéraires et de points de surveillance. Pendant son interrogatoire, Hansacker affirma qu'il ne faisait que rassembler des preuves et surveiller la situation. Il nia toute intention d'intimider, insistant sur son droit de documenter les événements pour protéger ses intérêts. Sa détention fut prolongée, sans possibilité de libération sous caution. Cet épisode marqua un tournant décisif dans la stratégie finale de l'accusation. Il démontrait clairement que l'accusé ne se contentait pas de se défendre dans les limites de la loi, mais qu'il interférait activement avec la procédure par l'intimidation et la manipulation. Le procès de Joshua Hansacker s'ouvrit au premier semestre 2025, marquant l'aboutissement d'une enquête longue et complexe de plus de 6 ans. Le dossier comprenait des dizaines de témoins, des centaines de pages de preuves, des enregistrements de surveillance, des rapports toxicologiques et médico-légaux, ainsi qu'une chronologie détaillée remontant à 2018. L'accusation principale portait sur l'empoisonnement intentionnel au premier degré de son épouse. Le procureur présenta à la cour un récit clair et méthodique de la série d'actes commis par Hansacker. Dans la salle d'audience, Susie et John Robinson assistèrent à chaque session. L'accusation souligna qu'il ne s'agissait pas seulement d'un individu ayant commis un crime par le passé, mais d'une personne qui avait constamment enfreint la loi pendant plusieurs années. Le réquisitoire final se conclut par ces mots. Joshua Hansacker est un individu dangereux et calculateur, incapable de remords. Le jury rendit un verdict unanime. Joshua Lee Hansacker fut déclaré coupable de tous les chefs d'accusation principaux. Atteinte intentionnelle à la vie ayant entraîné la mort, intimidation de témoins, fausse déclaration, tentative d'atteinte à l'intégrité d'un mineur et entrave à la justice. Il fut condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Une décision distincte du tribunal aux affaires familiales accorda de manière permanente la garde exclusive des filles à la famille Robinson. Les fillettes reçurent de nouveaux papiers d'identité, sur lesquels le nom de leur père fut légalement retiré. Elles bénéficièrent d'un soutien psychologique et furent autorisées à changer d'école et à déménager. L'affaire Joshua Hansacker, largement médiatisée,
a mis en lumière la difficulté de démasquer un crime prémédité, déguisé en mort naturelle. La persévérance de la famille, le professionnalisme des enquêteurs et la solidité des preuves ont permis d'aboutir à une juste issue, mais ont aussi souligné l'effort colossal nécessaire pour faire éclater la vérité. Merci à tous d'avoir regardé. Votre soutien compte énormément pour moi, et vous pouvez aider ma chaîne à grandir en cliquant sur le bouton j'aime, en laissant un commentaire et en partageant cette vidéo. Votre engagement fait vraiment la différence. À très bientôt.